Bonjour à tous. Donc, merci d'être présent physiquement ou effectivement au travers des réseaux pour cette dernière journée de ce colloque. Alors, on m'a proposé d'intervenir ce matin sur la stratégie numérique de l'éducation. Et avant d'aborder un petit peu ce qu'on fait et la stratégie qu'on a pour effectivement transformer le numérique, je voudrais juste qu'on prenne un tout petit peu de recul et essayer de redonner un tout petit, enfin de redonner ou de restructurer sur le sens qu'on donne à ce que nous faisons. Pourquoi une telle démarche d'adoption du numérique ? Qui certes cristallise un peu moins d'opposition qu'avant. Il y a un petit peu moins d'incompréhension. Je pense que le travail d'explication, le travail de preuve aussi, de démonstration est en train d'être fait. Mais je crois que c'est important qu'on prenne quelques minutes pour reparler de la façon dont l'école se transforme pour répondre aux besoins de la société, pour accueillir et former les élèves d'aujourd'hui et de demain. Alors, évidemment, au travers du prisme du numérique. Alors, l'élève de 2017 est né avec le numérique. Bon, ok. D'accord, on est tous d'accord, de façon assez immédiate, on perçoit l'aisance manipulatoire, c'est toujours agréable de voir où effectivement les parents s'émerveillent que les enfants sachent manipuler une tablette, tout ça. Bon, d'accord. On voit que le numérique est omniprésent dans la vie quotidienne, dans les relations sociales. Bon, ok. Mais en fait, plus que ça, effectivement, c'est la partie un petit peu émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on peut voir de façon un peu plus profonde. En fait, l'élève, il baigne depuis sa plus tendre enfance dans ce qui fait l'immense succès du numérique dans la vie quotidienne de chacun. Alors, qu'est-ce qui l'a transformé de façon un petit peu plus profonde ? D'abord, l'immédiateté de l'accès à l'information. On a tous vécu, c'était des choses qui étaient... c'était pas si simple d'accès à l'information. Je rappelle souvent que quand j'étais, moi, à l'école, évidemment, il n'y avait pas Internet, mais effectivement, c'était compliqué. J'habitais en province, dans un dans une petite ville, où il y avait une librairie, il n'y en avait pas une, il y en avait une juste sur 50 km aux alentours. Et avoir des livres, il y avait une sorte de monopole, on avait juste ce que le libraire avait envie de nous présenter. Donc je suis arrivé en 6e, c'était la première fois quasiment que j'entendais parler anglais, parce que j'avais peut-être vaguement entendu des chansons, mais je ne savais pas que c'était de l'anglais, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'arrive plus, l'immédiateté de l'accès à l'information, quelque chose dans lequel les enfants baignent, en tout lieu évidemment, avec les smartphones, quelque chose qui a quand même transformé de façon assez profonde les choses. Alors la gratuité aussi, c'est quelque chose qui nous paraît assez évident, et on est rentré là-dedans, et c'est quand même assez structurant pour les enfants, la gratuité de beaucoup de choses, de beaucoup d'éléments, ou en tout cas la gratuité apparente, évidemment, soyons pas dupes, il y a quand même de l'économie derrière, mais c'est la multiplicité de l'offre, la capacité à comparer, tout ça, c'est des choses qui ont structuré et qui structurent aujourd'hui la façon dont les enfants appréhendent le monde. La réduction des distances, c'est quand même quelque chose qui est assez hallucinant. Alors, pas que d'ailleurs avec le numérique, le fait le transport aérien aussi réduit les distances. Mais le numérique, en 10 coups de zoom arrière ou zoom avant, on passe d'un point du monde à un autre sur Google Maps ou sur n'importe quel système de cartographie. C'est assez impressionnant. Et ce décloisonnement, cette internationalisation. D'autres trucs peut-être un petit peu moins réjouissants, mais bon, c'est comme ça. La banalisation d'un monde régi par des lois privées.
Ben oui, la loi, le caractère légal des choses, en fait, on se rend compte que les enfants ont baigné dans non plus des lois, des décrets, des choses comme ça, mais des conditions générales d'utilisation, des pratiques de droit d'accès, de censure, etc., des réseaux sociaux, de ce genre de choses. Et finalement, ça paraît... Enfin, c'est quelque chose qui est dans la vie courante et qui devient banal et qui devient accepté. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. C'est arrivé comme ça. Voilà, les conditions générales d'utilisation d'un service qui est utilisé par 1 milliard de personnes, eh ben, ça a un impact plus important qu'un décret, qu'un texte de loi dans un pays, un des N pays européens. Donc l'impact sur la vie courante. C'est quelque chose qui est vécu comme ça, qui est vécu aujourd'hui par les enfants de 2017. Alors évidemment, hein, avec d'autres choses et d'autres choses qui sont intéressantes, la capacité finalement à s'exposer, la capacité à être visible, ça peut faire des choses intéressantes, l'exposition de soi, la mise en avant avec de l'autre côté la dictature de l'image, etc., la mise en avant. Bref, on a des élèves qui sont baignés dans un autre monde que celui que nous avons vécu. Et un des enjeux, alors et puis je continue, hein, on peut voir qu'il est équipé quand il rentre au collège, il va être équipé d'un smartphone assez régulièrement. Du coup, avec une liberté dans ses interactions sociales, qui, dès finalement un âge qui n'était pas celui que moi-même j'avais quand j'ai eu cette liberté d'interaction sociale avec mes amis, mes camarades. Il y a un changement, une transformation aussi, y compris dans les âges dans lesquels on va commencer à avoir finalement une forme d'intimité à l'extérieur du regard des adultes, parce que dès finalement qu'on va commencer à avoir des interactions sur des outils, le smartphone, etc., l'enfant va avoir une vie privée bien plus intense, bien plus et en dehors du regard des adultes. C'est cet enfant-là qui arrive à l'école, qui est à l'école, et le grand enjeu de l'école dans les prochaines années, c'est d'enseigner à cet enfant qui a effectivement, alors cet élève augmenté de cette prothèse numérique, c'est ce rôle-là que doit avoir l'école. Cet enfant-là, voilà, le numérique et les autres évolutions technologiques du monde ont forgé une perception du monde qui est différente. Alors, on peut la critiquer, on peut la déplorer, ou au contraire, on peut lui trouver des milliards d'atouts, mais peu importe. C'est quand même ces enfants-là qui sont à l'école, et c'est aussi des enfants qui ont vécu ou qui ont une conception du monde qu'aucun d'entre nous, dans la salle, n'avons. Voilà, ils sont différents. Bon, en tout cas, personne ne l'a avec la même force. Bon. Donc, première chose, l'école doit former ses enfants augmentés, ses élèves augmentés d'une prothèse numérique, et l'école doit l'accueillir un petit peu tel qu'il est. Pour pas paraphraser McDo, venez comme vous êtes, c'est un petit peu ça. Mais l'enfant, l'élève, si on oublie qu'il a cet outil-là, eh ben, on supprime une part de son être au moment où il est dans l'école. Alors, ça, c'est un premier point. C'est quelque chose d'indispensable. On a besoin, ici, indispensable d'avoir cette idée en tête. On enseigne à des élèves qui ont baigné dans le numérique et qui ont cette prothèse en permanence. La deuxième chose, l'élève de 2017, il vit dans une société qui a un petit peu changé aussi, pas que par le seul effet du numérique.
Alors voilà, c'est pareil, hein, c'est des changements, des changements sociaux qui sont importants, des changements dans la société, parfois des repères familiaux qui sont un petit peu, qui peuvent être chahutés, des structures traditionnelles finalement d'encadrement moins présentes, les patronages, les choses comme ça qui sont aujourd'hui moins présents. L'école finalement c'est le principal, voire peut-être le seul point de repère stable pour la construction de l'individu. Ça va être de plus en plus. Alors avec des promesses d'ascenseur social, celles qui nous ont aussi forgés, motivés, ces promesses, elles sont en partie remises en cause parce que la croissance économique est parfois limitée, le chômage, etc. Et le diplôme qui est effectivement à l'achèvement d'enseignement obligatoire ou ensuite dans l'enseignement supérieur, eh bien, dans l'esprit de la plupart des familles, ne va plus forcément protéger du chômage et des difficultés dans la vie. Et finalement, l'élève de 2017, il a besoin d'autres promesses que « passe ton bac d'abord ». Et ça marchait bien dans un contexte de croissance économique forte, où effectivement cette injonction pouvait être prise par les parents, parce qu'eux-mêmes avaient éventuellement réussi, avaient progressé, etc., dans la société, d'un point de vue économique, etc., notamment grâce à l'école, grâce au diplôme, etc. Aujourd'hui, cette chose est plus si évidente. On ne peut pas se contenter de dire et d'enseigner ce qui est supposé être bon pour l'élève. Il faut aussi donner, il faut encore plus qu'avant, donner du sens, expliquer, motiver. C'est probablement... voilà, c'est une transformation qui est également assez profonde, sur laquelle évidemment le numérique peut apporter beaucoup de solutions. Simplement parce que effectivement les savoirs fondamentaux, les connaissances fondamentales, pour qu'elles soient acceptées comme essentielles par un élève qui, voilà, pour les promesses de monde meilleur, sont plus portées forcément de façon évidente par les parents, etc. Eh bien, il va falloir travailler avec lui autrement, différemment, ce que le numérique permet de faire. Donc voilà, un élève de 2017 qui est baigné dans le numérique et qu'il faut accueillir avec cette prothèse, auquel il faut enseigner avec son environnement numérique, parce que finalement avec cet être numérique. Un élève de 2017 qui a probablement un peu moins de repères et un peu moins de motivation immédiatement, en tout cas, donné par un environnement social favorable. Et puis, c'est l'élève de 2017, il va être confronté, parce qu'on prépare quand même les élèves à l'avenir et d'abord à ça, qui sera confronté dans sa vie personnelle, professionnelle, à des défis d'une nature un peu particulière, probablement. C'est difficile à dire, hein. Mais le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, on a quand même un consensus pour dire qu'il se transforme. L'emploi salarié de masse qu'on a connu essentiellement au XXe siècle, au XIXe et XXe siècle, il est probable qu'il décroisse. Plus ou moins vite en fonction des politiques qui seront menées certainement, mais la tendance est quand même lourde. De nombreux métiers se transforment. Des métiers vont disparaître ou presque. On peut se poser la question, est-ce qu'effectivement on aura encore besoin de gens pour conduire des camions ? Est-ce qu'on aura encore besoin de tout un tas de métiers qui aujourd'hui sont là ? On ne sait pas encore bien les décrire, on en a quand même quelques idées, et du coup, la société en plus de ça va devoir relever des défis assez importants
la crise environnementale, vraisemblablement quand même, quels que soient les débats qui sont pris, qui existent aujourd'hui. Crise énergétique potentiellement, besoin de renouvellement de la démocratie, on le voit, les difficultés. Aujourd'hui, simplement, même au lendemain des élections américaines, se poser la question de comment ça se fait. Est-ce qu'effectivement, est-ce que nous, d'une certaine manière, nous ne sommes pas, au sein de cet amphi, l'élite qui est rejetée par une partie de la population parce que peut-être est-ce qu'on est suffisamment à l'écoute, est-ce qu'on prend les bonnes solutions, est-ce qu'on prend les bons chemins. Ça fait partie des choses qui ne sont pas évidentes. On aura besoin de renouveler la démocratie, besoin de renouveler des mécanismes de solidarité, vraisemblablement. On arrive vraisemblablement au bout d'un certain nombre de mécanismes de répartition. C'est compliqué, donc l'école, pour faire en sorte que les élèves d'aujourd'hui soient des acteurs de demain d'une société qui n'est pas facile, qui devra trouver des solutions à tout ça, eh ben, c'est d'apprendre aux élèves à s'adapter, à apprendre tout au long de sa vie, d'apprendre à coopérer pour résoudre les problèmes, bref, à apprendre toutes ces compétences transversales qui fondent un petit peu toutes les réflexions et toutes les réformes qui sont en cours. Évidemment, il ne faut pas opposer ces compétences transversales à des choses extrêmement solides sur la culture traditionnelle et le socle de compétences fondamentales. Mais le reste devient de plus en plus prégnant si on souhaite donner aux prochaines générations tous les atouts nécessaires pour s'en sortir. Et si ce n'est pas l'école, je ne vois pas quelle autre structure pourrait le faire. Il n'y a pas d'autre structure qui est capable de s'emparer de la transmission et de la réflexion sur des compétences fondamentales dont les élèves les enfants, les jeunes auront besoin demain pour coopérer et pour trouver les solutions. Voilà. Alors, voilà, c'est pas forcément très très joyeux ce que je raconte, et pas très optimiste. On va passer à la zone optimiste. Je pense que, d'ailleurs, j'ai pas parlé beaucoup de numérique jusque-là. En fait, c'est un peu normal. C'est très difficile de séparer, de cloisonner la stratégie de transformation numérique de l'école, sans parler de la transformation de l'école tout court. On a vu dans les retours d'expérience qui ont été mis en avant pendant ce colloque, etc., que en fait, quand on parle de numérique, on parle aussi d'abord de la pédagogie elle-même, de la façon dont on enseigne, on parle des espaces dans lesquels on enseigne, on parle de la motivation, on parle de la joie de vivre des enfants. Quand voilà, du bien-être finalement à l'école. On parle de tout ça, on parle un petit peu de technologie comme un des ingrédients parmi les autres. On parle beaucoup de confiance, on parle beaucoup de bienveillance, on parle de tout ça. Et donc, du coup, tirer parti de la révolution numérique à l'école, c'est pas juste injecter un peu de technologie pour faire moderne, pour ça, ou céder aux sirènes du high-tech. Des fois, effectivement, quand on parle du numérique à l'école, il y a ceux qui, voilà, les pourfendeurs, qui nous disent non mais voilà, arrêtez de céder aux sirènes. Bon, on sait bien que ce n'est pas un outil magique. Il n'y a pas quelque chose qui va voilà, résoudre comme ça tous les défis de l'école tels que je les ai évoqués. Par contre, ce dont on est persuadé, c'est que le numérique, c'est un révélateur, c'est un catalyseur, c'est un intermédiaire, un accélérateur d'un plus vaste, plus profond mouvement de transformation de l'école qui a été engagé, qui reste à accélérer, continuer, poursuivre, approfondir.
transformations liées effectivement aux évolutions de la société. On ne peut pas penser indépendamment la transformation numérique des autres grandes transformations. Alors, quand on se promène dans les établissements scolaires, qui m'arrive un coup de temps en temps, quand j'arrive à sortir effectivement du 110 rue de Grenelle, quand on écoute les témoignages tout le long de ce colloque, les prix, les trophées qu'on a remis hier soir, quand on regarde des retours d'expérience réussis, je crois qu'effectivement on se rend bien compte que la diffusion du numérique à l'école adresse effectivement l'ensemble des enjeux que j'ai évoqués jusqu'à présent. En intégrant des activités de développement informatique, par exemple, les robots, c'est faire passer une nouvelle didactique de l'essai-erreur qui rejaillit positivement sur l'apprentissage d'autres choses. Ça, il y a des témoignages, j'avais été marqué quand on va effectivement des enseignants qui, sceptiques, s'étaient lancés dans l'accompagnement du code et puis dans découverte du code, de l'algorithmique avec Scratch dans une primaire, et puis l'enseignante qui, très surprise, me racontait maintenant en fait après ça les élèves n'ont plus la même attitude par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent en maths et en français. Alors, on creuse, et effectivement, on se rend compte que derrière cette expérience, finalement, l'attitude face à une difficulté, comme dans la didactique de l'apprentissage du code, tous ceux qui ont codé, j'en ai fait beaucoup, les premières fois, ça bug, ça plante, on a des erreurs de syntaxe, on a des erreurs de compilation, on a des erreurs, etc. Forcément, il n'y a pas un seul codeur, fût-il le meilleur du monde, qui ne rencontre pas tout un tas d'erreurs. Et ce mécanisme, cette didactique de l'essai-erreur et du coup de la correction bienveillante, ça rejaillit sur le reste. Voilà, par exemple. Voilà. C'est aussi un moyen de motiver. On voit une classe qui présente des résultats, qui est capable en quelques mois de travail avec des élèves qui étaient certainement au bord du décrochage et qui, au lieu de décrocher, finalement se sont mis à aller chercher des solutions, y compris chez eux, y compris ont travaillé 2 fois plus, 3 fois plus pour aller réussir à trouver des solutions pour coder un jeu informatique, un jeu de ping-pong, de trucs de tennis, machin, parce que finalement ça les a motivés et c'était extrêmement intéressant et valorisant. Après, évidemment, on peut aussi, le numérique, prendre un autre exemple, c'est mobiliser effectivement en classe des outils d'interactivité. Voilà, c'est effectivement s'assurer de la participation active de chacun des élèves pendant toutes les phases du cours. C'est mesurer à chaque instant le niveau de compréhension de chacun sur chaque notion sans attendre effectivement le contrôle-sanction final à la fin de la séquence quand de toute façon, une fois qu'on a une mauvaise note, c'est trop tard. Bon, tout ça... on est tous d'accord ici pour dire que c'est ça qu'il faut changer, c'est ça qu'il faut transformer. Et je suis à peu près persuadé qu'ici, je dis presque des évidences et que dans d'autres cénacles, c'est des choses qui seraient plus compliquées à affirmer. Effectivement, le numérique peut permettre effectivement la détection précoce de difficultés, la capacité de mettre à disposition des outils de remédiation pour la réussite de tous les élèves. Mais c'est plein d'autres choses. C'est de découvrir même les outils on parle des outils de publication, l'appropriation finalement des codes du numérique qui vont leur servir à comprendre la fabrique de l'information dans un monde où c'est un peu compliqué, la désinformation ou la vie médiatique n'est pas complètement simple et en train d'évoluer fortement. Bref, c'est d'essayer de comprendre la force de la multitude. On parle dans le numérique de la multitude. C'est Henri Verdier avec Nicolas Collin qui parle de l'âge de la multitude. Effectivement, être capable de ressentir ça et de comprendre ça au moment déjà en classe et de voir la force
qu'à la multitude, donc effectivement la capacité finalement à créer des groupes et une force et une motivation et un sens donné à un groupe qui est parfois dispersé sur le territoire ou au niveau international. Bref, c'est des choses et des choses importantes à faire passer et à faire comprendre à nos élèves. Puis, de toute façon, peu importe la motivation initiale, efficacité pédagogique, outils d'interactivité, sujet d'apprentissage, etc., peu importe. En fait, l'adoption de la culture numérique amène des solutions nouvelles. Voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est une formidable trouvailles et tout un tas de sujets qui permettent effectivement d'apporter des solutions nouvelles à des problèmes ou à des enjeux qui sont rencontrés dans chacune des écoles. Voilà, le numérique, c'est pas une priorité éducative parmi d'autres, mais par contre, c'est un levier de réussite privilégié pour toutes les autres priorités. C'est une opportunité de transformation profonde du système éducatif. Alors, bon, passer du temps sur le pourquoi, sur le comment, enfin sur le pourquoi, sur la vision, maintenant un peu le comment. Parce que du coup, une fois qu'on est convaincu de tout ça, comment s'y prendre? Ça, c'est une grande question. Un des gros challenges que le ministère a, que ma direction porte un petit peu, c'est d'essayer de trouver le bon équilibre, la voie la ligne de crête entre l'injonction ministérielle, j'ai envie de dire, la traditionnelle, on sait que ça ne marche pas, la circulaire, l'arrêté qui va dire comment il faut faire de A jusqu'à Z, etc. Ça aura d'ailleurs peu de sens dans le monde du numérique, donc ça, on a envie de l'écarter, ok. Et puis de l'autre côté, ne rien faire, attendre gentiment que les choses se passent et se transforment toutes seules, ça risque de mettre longtemps. Bon, du coup, la ligne d'équilibre, elle est quand même relativement étroite pour essayer d'amener suffisamment d'impulsion, suffisamment de matière, suffisamment d'inspiration dans le système. Sans, effectivement, donc il faut en amener, et puis il ne faut pas aller trop loin pour pas, comment dire, assécher l'initiative là-dessus. Alors j'ai eu l'occasion de le dire hier soir pour ceux qui étaient présents en introduction de la remise des trophées. C'est sur le terrain, et je suis vraiment persuadé que c'est sur le terrain qu'on trouve les initiatives les plus riches, les motivations les plus fortes, et c'est finalement la démarche qu'on a entreprise, c'est d'abord et avant tout de s'appuyer sur le terrain. C'est pas simple puisque c'est pas la pratique forcément habituelle et systématique de notre institution. Donc il y a forcément des tensions qui existent entre cette démarche qui s'appuie sur le terrain et puis l'ensemble du système qui à qui on demande finalement un petit peu de lâcher prise et de faire confiance. Pour ceux qui sont là, pour ceux qui ont présenté leur retour d'expérience positive, vraisemblablement, ça s'est bien passé. Et puis, il y a probablement tout un tas d'endroits, là où il y a des sièges vides, c'est là où il y en a qui ont rencontré des difficultés parce qu'effectivement, le système, entre guillemets, peut être parfois un petit peu réticent à tout ça. Donc, nous, le cœur, un petit peu le pilier de notre réflexion à la direction du numérique pour l'éducation, sachant qu'effectivement, c'est difficile, on ne travaille pas tout seul. Vous voyez, comme on touche tous les sujets, à un moment, on marche sur le plate-bande de tout le monde. Alors, les tensions, elles existent sur le terrain, elles existent dans l'ensemble de la chaîne
Voilà, elles existent aussi au sein des directions au niveau du ministère, parce qu'on ne partage pas exactement les mêmes préoccupations en permanence. Et cette préoccupation de transformation, cette approche de liberté, de confiance, etc., c'est quelque chose qui est assez inhabituel et qui peut provoquer un certain nombre de tensions. Alors, comment on fonctionne? Des tensions toutes bêtes, hein, pour donner juste un exemple pour illustrer. Donc, on a décidé de procéder par appel à projet, de faire confiance sur le terrain et de dire voilà, on va mettre en place des appels à projets, on travaille avec les collectivités locales, les départements, ces académies qui portent la politique locale, etc. Bref, on fait plein de choses. Et puis, de façon finalement relativement et assez fortement déconcentrée, décentralisée. Mais, grosso modo, tous les mois, il y a combien de tablettes qui ont été déployées dans chaque établissement? Donc ça, c'est des questions, je ne vous dis pas d'où ça vient, ce genre de questions, mais vous pouvez aisément deviner. Et évidemment, c'est extrêmement caricatural d'un mode de fonctionnement ancien qui n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Bon. Donc on est obligé de... Alors évidemment, à un moment, il faut qu'on réponde, hein, parce que sinon ça va nous poser des problèmes, ça va poser des problèmes à tout le monde, mais on est obligé de temporiser, on est obligé de faire le tampon pour que les choses se mettent... pour que la liberté sur le terrain puisse s'exercer. Alors, j'ai évoqué hier soir, maître mot, soutien à l'innovation. Soutien à l'innovation dans ces deux composantes, comme j'évoquais, la création et l'invention d'une part, voilà. Et puis, de l'autre côté, l'essaimage et la diffusion. Bon, alors, c'est un point clé, c'est probablement le fil directeur de l'ensemble des initiatives qu'on prend dans la direction. Alors, pour les sujets effectivement numériques, on a travaillé par exemple sur des appels à projets, justement avec un peu d'équipement. Bon, les tablettes, ok, il le faut bien, c'est utile. Je pense qu'effectivement dans les établissements qui sont équipés, c'est un outil qui est pertinent, sur lequel on peut faire plein de choses. Donc il le faut bien. Mais c'est d'abord et avant tout des appels à projets autour de projets pédagogiques. Ça, c'est quelque chose d'important. D'abord, il faut une équipe motivée, une équipe qui a envie d'y aller, qui a quelques premières idées sur le faire. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement exigeant. Moi, je fais le pari que même si on démarre sur un projet pédagogique, j'ai presque envie de dire timide, ok, on va faire des premières choses. C'est normal, il y a une phase d'appropriation, c'est pas grave. Je disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, peu importe la motivation initiale, est-ce que c'est juste pour améliorer un peu d'efficacité, est-ce que c'est juste pour faire un certain nombre de choses. Au bout d'un moment, cette culture, la capacité à faire, l'inventivité, va faire en sorte qu'on va pouvoir faire des choses tout à fait formidables. On a poussé le bouchon un petit peu plus loin là, pour l'appel à projet 2017 en termes d'innovation et de soutien à l'innovation. Moi, je suis persuadé que malgré notre discours sur le caractère transformant du numérique actuel, on a quand même, malgré tout, un empilement de choses qui existent, un empilement de l'existant, qui n'est pas forcément remis en cause ou qui n'est pas forcément, en tout cas, challengé au moment... pardon pour mes anglicismes, hein, je devrais faire un peu plus attention, mais voilà. Je suis à peu près certain que j'aurai quelques tweets qui me diront qu'il faut que je fasse attention. Je m'en excuse par avance. Bref, on est challengé par... on n'a pas challengé, tout l'existant et on empile. On est finalement sur un numérique qui est un truc de plus, en plus de tout le reste, je sais pas... des salles informatiques, des CDI, des trucs, des bidules. Et finalement, on n'a pas forcément donné l'occasion, on n'a pas forcément stimulé l'idée de dire, bah tiens, plutôt que ce soit le numérique en plus, que ce soit du numérique
qui transforme. Donc dans l'appel à projet, on a ouvert cette année. On va ouvrir parce que c'est un peu en avant-première, puisque la ministre annoncera dans le détail l'appel à projet quand on le lancera officiellement, a priori la semaine prochaine, si tout va bien. Il y a quelques signatures du Premier ministre et tout ça. Enfin bon, on est entre nous, donc je peux quand même en parler un petit peu. On a prévu d'introduire des idées de collège-laboratoire. Collège-laboratoire, c'est-à-dire de se dire au fond, ok, il y a tout un tas d'endroits où on a des équipements mobiles, où ok, la formation, les ressources et machin, et au fond, il y a peut-être des endroits où on a envie de faire autre chose, on a envie d'aller plus loin, et des fois, pour pouvoir aller plus loin, il y a quand même besoin d'un petit peu de moyens. Alors, on ne va pas mettre des millions dans chaque collège-laboratoire, c'est l'idée de mettre un petit peu d'argent, de stimuler un petit peu autre chose. Pour faire quoi? Et je ne sais pas, hier, on a vu des expériences assez intéressantes, je sais pas, de Fab Lab. Pourquoi pas regarder dans un département, dans un collège, etc., la mise en place de ce type d'initiative pour effectivement aller un petit peu plus loin, se dire bah tiens, comment on fait pour transformer notre approche, je sais pas, du CDI, de la salle informatique, etc. Et donc essayer un petit peu de stimuler tous ces trucs-là. Donc la marge de liberté est grande sur ces établissements laboratoires. Évidemment, on aura besoin de donner des gages de transformation, etc. Donc il faudra aussi que ce soit des projets qui soient particulièrement suivis. Mais je trouve que c'est un moyen d'obtenir autre chose que la surcouche en plus, voilà, le numérique en plus de tout le reste. Et ça peut être quelque chose d'important. Donc ça, effectivement, c'est un peu l'idée comment on fait pour continuer à alimenter là-dessus. Autre chose pour alimenter, on en évoquait, pour innover, enfin pour créer, etc. Tout le monde l'a dit, finalement, c'était la bienveillance des inspecteurs, je ne sais plus qui en parlait, de l'IEN, qui a fait que ça a bien marché, la confiance, voilà. C'est aussi, à plusieurs endroits sur le terrain, on me disait, bah, ça a marché parce que finalement, d'un point de vue administratif, d'un point de vue, voilà, globalement, j'ai jamais eu de problème, on m'a toujours aidé, on m'a toujours soutenu. Bon, en fait, il faut qu'on continue à travailler pour donner confiance et donner confiance à l'ensemble finalement de l'écosystème autour de l'enseignant. Et c'est pas toujours simple, embarquer les alliés finalement, d'autres les alliés de la transformation, hein, les corps d'inspection. Donc là, il y a tout ce travail de conviction. Les chefs d'établissement, je pense que c'est un point clé. Alors avec les chefs d'établissement, il y a une vraie difficulté, il y a un vrai enjeu en plus aujourd'hui, pas de chance, c'est qu'en plus de l'arrivée du numérique, on tombe à un moment où, alors c'est l'autre rôle qu'a la DNE, mais on tombe à un moment où les enseignants passent, les chefs d'établissement, les établissements, les équipes administratives passent un cap difficile où on a eu la première vague d'informatisation dans les établissements depuis un certain nombre d'années. Une informatisation un peu foisonnante, etc., mais maintenant assez largement obsolète des systèmes d'information des établissements. Et du coup, le vécu du chef d'établissement, quand on lui parle de numérique et des promesses du numérique, c'est que lui, ce qu'il voit, c'est une informatique obsolète, qui lui demande des ressaisies dans tous les sens, qui lui demande un travail administratif sans valeur ajoutée. Et du coup, il a une appréhension qui peut être, en tout cas, sceptique de ce qu'on va lui amener, etc. Donc un des enjeux aussi, ça a l'air assez éloigné comme ça, mais je pense que c'est un point clé. Si on veut que les chefs d'établissement soient dans l'accompagnement, dans l'embarquement de tous pour la transformation numérique, on doit faire, on a au niveau central un effort considérable à faire pour faire en sorte de redonner confiance dans l'outillage informatique, l'outillage numérique pour les chefs d'établissement. Et je ne vous cache pas que c'est un gros boulot.
Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a cette espèce, on est à l'adolescence de l'informatisation des établissements, et il y a une certaine crise d'adolescence parce qu'aujourd'hui, trop complexe, trop difficile, et ça, c'est un des enjeux des prochaines années pour régler ça. Ça va prendre certainement un petit peu de temps, mais il faut en prendre la direction. Voilà. Alors derrière, parler du nouveau. Le dernier point, c'est faire en sorte que les bonnes expériences diffusent, essaiment, aussi que ces bonnes expériences soient fondées et s'appuient sur des résultats scientifiques, des résultats de recherche. C'est intéressant parce qu'il y a plein de choses dont on a l'intuition, on a des preuves, on va dire, pragmatiques, prosaïques sur le terrain. Mais c'est intéressant si la recherche peut soutenir, nous aider à aller un petit peu plus loin, parfois comprendre les mécanismes sous-jacents qu'il y a dessus. Et puis si on peut mettre en plus la recherche sur les sujets de demain, et nous aider du coup à intégrer un certain nombre de choses de demain dans nos pratiques, ça peut être intéressant. Donc le lien entre l'enseignement scolaire et la recherche, c'est quelque chose aussi qu'on cherche à développer fortement avec un réseau d'incubateurs, etc. Il y a les projets qui ont été soutenus par le plan d'investissement d'avenir, les projets dits IFRAN, mais également au-delà de ça, l'ensemble des thèmes sur lesquels on travaille en termes avec des chercheurs, des établissements, sur le data mining, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire effectivement avec l'analyse des données, l'analyse des traces, etc. C'est quelque chose qui est compliqué, on sait qu'on touche des sujets éthiques, on touche, etc. Mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire, qu'il faut pas réfléchir, qu'il faut pas avancer là-dedans. Le sujet des objets connectés, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce que ça peut apporter, quel changement ça amène dans la façon dont on appréhende. Hier, il y avait un robot de téléprésence aussi. Qu'est-ce que la téléprésence peut amener dans un certain nombre de pratiques ? Quel impact aujourd'hui on équipe beaucoup les élèves, mais je parlais tout à l'heure de l'élève qui arrive avec sa prothèse numérique, mais finalement demain ça veut dire qu'on va accueillir les élèves avec leur équipement. La question de l'équipement personnel va probablement plus se poser de façon aussi importante. Alors ça dépendra probablement des niveaux, du niveau scolaire, ça dépendra si on est dans l'école primaire, dans le secondaire, etc. Aujourd'hui, la question ne se pose pas tellement d'équiper les étudiants d'université. Ça paraît complètement trivial. La question se pose d'amener effectivement un équipement mobile dans les classes, etc. Comment on a dans les petites classes. Et du coup, comment on organise cette transition ? Il y a bien un moment où on passe de l'équipement on va dire, gérée par l'institution à l'équipement personnel. Elle est quand cette transition ? Comment on la réfléchit ? Comment on la pense ? C'est pas quelque chose qui est tout à fait trivial et on a besoin de réfléchir à ça, on a besoin de faire des expériences. C'est intéressant d'avoir des chercheurs qui se penchent là-dessus, qui regardent ce qui se passe réellement d'un point de vue psychologique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue évidemment pédagogique d'abord, là-dessus. Bref, et puis donc mettre effectivement, ouvrir, et puis derrière la dernière chose, c'est partager les bonnes pratiques, redonner les résultats. Ce séminaire, ce colloque fait partie de ce travail d'essaimage, comment dire, de partage de bonnes pratiques, mais au-delà de ça, effectivement, c'est l'ensemble de ces outils, réseaux sociaux, portails, tous les outils qu'on parle des trams. Alors évidemment, c'est les travaux académiques mutualisés, tout ce qui permet d'une manière ou d'une autre de faire partager les bonnes expériences, de les enrichir, de faire en sorte que les enseignants qui sont curieux, ont envie d'aller voir, etc., trouvent des interlocuteurs pour les aider, pour les accompagner, voilà. Parce que au-delà effectivement de ceux qui ont osé, eh ben, il faut aider ceux qui ont peut-être un petit peu plus comment dire, d'appréhension de quelque chose de nouveau.
Quand effectivement on a un enseignant porteur dans un établissement, en général, les collègues s'y intéressent et une capacité à progressivement aller et travailler avec d'autres collègues, et bien, il faut réussir ça à l'échelle de quelques centaines de milliers d'enseignants. Donc le challenge est un petit peu plus grand, c'est pour ça qu'on l'outille, c'est pour ça qu'on met ça en place, mais c'est la direction qu'on prend, et grâce finalement à tous ceux qui sont là sur le terrain et qui sont là aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait, cette stratégie, la direction qu'on prend. J'espère que c'est la bonne. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important aussi en permanence de se poser des questions, d'être à l'écoute, de vérifier, d'ajuster en permanence, d'avoir finalement cette agilité que nous apprend le numérique, capacité finalement à essayer d'ajuster en permanence le cap par rapport à ce qui remonte, par rapport aux initiatives. Là, c'est pas quelque chose d'évident. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'exposer, c'est une stratégie agile, capable en tout cas de s'ajuster, d'ajuster sa direction, d'ajouter des morceaux, etc. Je vous remercie de votre attention.